Hello! Alors, on est en 2023 et je pense que n'importe qui sur cette planète devrait connaître les 7 petites règles que je vais partager avec vous pour analyser n'importe quel type d'interface, comme designer. Ouais, probablement même mieux que la plupart des designers. Fini les j'aime, j'aime pas, ou encore les avis subjectifs. Que ce soit pour vous, pour votre boulot ou pour encore un ami, vous aurez des vrais arguments qui vous permettront de définir si une interface est bonne ou pas bonne. Mais avant de continuer, je me dis peut-être que vous n'avez pas le temps de jumper dans cette vidéo. Donc du coup, j'écris une synthèse de tous les points que vous pouvez télécharger dans la description. Et il y a même quelques bonus. Mais si vous souhaitez vraiment comprendre les tenants et aboutissants de tous les principes, il va falloir encore rester avec moi quelques minutes. Oh, c'est chaud. La règle numéro 1 concerne la quantité de contenu. La première chose que vous devez faire quand vous regardez une interface, c'est de regarder la quantité de contenu immédiatement visible. Si vous voyez une interface comme ceci, il y a peu de chances que vous continuez votre visite. Vous allez probablement juger que c'est de trop et vous aurez raison, mais c'est un petit peu subjectif comme réponse. La vraie raison qui explique ceci est la suivante. Si on voit un texte comme ceci et qu'on doit le lire, on va juger que l'effort est très grand. Ce qui signifie qu'on va devoir passer du temps et de l'énergie pour un bénéfice ou une récompense inconnue. Or, si vous voyez une quantité de texte plus courte, vous aurez tendance à continuer votre lecture et vous dire que éventuellement ça en vaut la peine. Donc en d'autres mots, ce qui engage d'abord un lecteur à lire votre contenu, c'est sa structure. En dehors du fait que vous devez utiliser des mots simples et clairs, il faut savoir que la vitesse de lecture d'un être humain normal est d'environ 250 mots par minute. Or, on sait que le temps moyen pour engager un visiteur sur un site internet est d'environ 5 secondes. Si vous faites un tout petit peu de maths, ça veut donc dire que les 21 premiers mots que votre visiteur voit sont critiques. Il est bon quand même de garder en tête que ce principe ne s'applique pas nécessairement que sur la page d'accueil, mais sur toutes les pages d'un site internet. Et il est même probable en fait que les pages internes de site internet soient beaucoup plus visitées en fait que la page d'accueil. Donc il est bon simplement d'appliquer cette règle sur les pages internes. La deuxième règle est liée à la première, c'est le contenu. Tous les messages que vous écrivez doivent être le plus clair, le plus simple et le plus concis possible. Donc ce que je fais, c'est que j'analyse rapidement la qualité du contenu qui est écrit. Pour écrire du contenu pertinent, en fait, c'est super important de connaître son audience, c'est-à-dire c'est quoi leurs problèmes, leurs besoins, leurs envies, etc. Pour ça, j'essaye d'avoir le maximum d'informations sur la cible qui est censée lire le contenu. Dans le meilleur des cas, j'ai accès à des personas simples et clairs. Autant dire que c'est jamais arrivé, quoi. Pour analyser la qualité d'un contenu, j'utilise la règle universelle de copywriting qui est le processus AIDA. C'est super simple et je crois en fait que ça doit représenter 80% du copywriting. Et c'est super intéressant en fait parce que en dehors du copywriting, c'est aussi une règle sur le comportement humain qui explique que c'est impossible d'amener quelqu'un à faire quelque chose sans être passé par ces 4 étapes du processus. Et en résumé, ça dit que pour engager un visiteur à faire quelque chose, vous devez d'abord attirer son attention. Ça va généralement se faire par un grand titre qui répond à ses problèmes et à ses besoins, ou encore une image ou une vidéo qui résonne avec lui. Ensuite, vous devez créer de l'intérêt, c'est-à-dire que vous devez répondre à toutes les attentes de votre visiteur. Un très bon exemple pour ça sont les pages de vente. Généralement, ces pages vous expliquent en long et en large pourquoi vous devriez acheter le produit. Elles essaient de répondre à toutes les questions, remarques, objections pour éliminer toutes les barrières psychologiques que vous pourriez avoir dans votre esprit. Ensuite, vous allez devoir générer du désir, c'est-à-dire donner des arguments en béton à votre audience pour passer à la dernière étape, l'action. Cliquez sur un bouton d'achat, s'inscrire à une newsletter, cliquez dans la description d'une vidéo YouTube pour télécharger un document ou encore éventuellement s'abonner à la chaîne YouTube. Comme vous avez environ 5 secondes pour capter l'attention de l'utilisateur pour qu'il fasse quelque chose, n'hésitez pas donc à écrire des paragraphes courts, simples et digestes. C'est un peu comme l'histoire du gâteau, c'est plus facile de manger 20 petites parts que tout d'un coup. Enfin ça c'est pour les petits joueurs quoi. La troisième étape de mon analyse va consister à analyser forcément toutes les règles d'accessibilité et d'ergonomie. J'utilise donc 4 principes supplémentaires à ceux que je viens de donner maintenant pour définir si la construction d'une interface est bonne ou pas. Alors d'abord le parcours visuel. Alors ce point en réunit 2. On va commencer par l'usage des couleurs. Alors il faut comprendre que nos yeux vont être attirés par les éléments qui génèrent le plus de contraste, c'est-à-dire là
où la différence entre deux couleurs va être la plus forte. Par exemple, ceci est un contraste fort et ceci est un contraste faible. Donc, utilisez les contrastes là où vous voulez attirer l'attention de vos visiteurs. Généralement, je recommande d'attirer l'attention sur un titre, une image ou encore une vidéo. Et un point complémentaire à ce point-ci, c'est d'utiliser des couleurs qui vont ensemble. Pour ça, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de Canvas qui propose vraiment une super palette d'associations de couleurs qui vont ensemble. C'est vraiment génial. Le deuxième point du parcours visuel est la taille et la disposition des éléments. Alors, je suis sûr que vous avez déjà vu passer cette image super connue de Google de la lecture en F. Comme son nom le dit, on lit de gauche à droite et de haut en bas, du moins dans nos contrées. Donc, si on est dans une zone de contenu, on va éviter de mettre par exemple du texte sur la droite de l'écran, parce qu'il y a un risque en fait que notre utilisateur doive prendre plus de temps et d'efforts pour trouver ce contenu, le lire, l'assimiler, et il risque tout simplement de quitter le site internet, quoi. Et enfin, pour clôturer ce point, soyez vigilant à la taille de vos textes. La taille d'un texte est un des critères SEO pour Google. L'outil Lighthouse explique que pour être lisible, un corps de texte sur un site web ou une version mobile doit être minimum de 16 pixels. Pour moi, seulement les informations secondaires type label peuvent être éventuellement écrits en 14 pixels, mais pas moins. Pour savoir si votre site web respecte cette règle, il suffit simplement d'aller dans la Search Console de Google, de cliquer sur l'onglet Ergonomie mobile dans la section Expérience. Et si vous n'avez pas accès à la Search Console, parce que c'est simplement pas votre site internet, mais vous voulez quand même vérifier en fait de la taille des éléments, vous pouvez simplement utiliser l'inspecteur, vous faites un clic droit, et vous cliquez simplement sur l'élément et vous pouvez voir la taille de l'élément. Pour analyser comment un visiteur va percevoir votre site internet et voir tout ce qu'il va faire dessus, vous pouvez utiliser des outils par exemple comme Hotjar ou InspectLect. Et il n'y a même pas besoin que votre site en fait soit live. Si vous avez les maquettes, par exemple avec Figma, il existe des plugins comme Attention Insight qui permettent, grâce à de l'intelligence artificielle, de simuler comment un visiteur percevrait votre site internet. Je mettrai toutes les références dans la description aussi. Alors, la troisième, quatrième règle, bon, je ne sais plus où j'en suis, mais c'est celle des espacements. Oui, c'est normal d'avoir des espaces vides entre les éléments. Si vous faites partie de ces gens qui pensaient qu'il y a trop d'espaces vides entre les éléments sur un site web alors qu'il est bien construit, je vous en prie, partez. Ou alors je peux aussi vous expliquer pourquoi en fait c'est super important. Sur un site web ou une application, peu importe, c'est important, super important de créer des espaces vides pour grouper visuellement les informations de même nature. Par exemple, on va grouper les éléments d'une navigation ensemble et les éléments de contenu ensemble. Un peu comme si on mettait ensemble d'un côté des fruits et de l'autre côté des légumes. Oui, mais il y a des légumes qui sont des fruits. Non mais t'es sérieux là? Un autre exemple, si on dédie une zone au partage sur les réseaux sociaux à un endroit, on va pas venir mettre dedans un bouton d'action principale, quoi. Bref, vous avez compris quoi. Enfin, j'espère. Le cinquième, sixième, septième conseil que je donne, en fait c'est le septième, c'est le dernier, c'est le critère de l'émotion. Nous sommes des êtres humains. Ouais. Et nous réagissons fortement aux émotions positives et négatives. Donc pour moi, c'est super important qu'une interface contienne des éléments émotionnels en relation avec son contenu. Et c'est pourquoi le choix des images, des illustrations ou encore des pictos est vraiment critique. C'est quelque chose qui doit fortement résonner avec votre audience. Pour les images, vous pouvez utiliser les sites comme Adobe, Shutterstock ou encore un que j'adore vraiment beaucoup pour sa simplicité, c'est Unsplash. Et pour les icônes, je vous recommande vivement d'utiliser Fontawesome où je trouve que la librairie est relativement complète et tous les icônes uniformes. Je le répète, vous avez un résumé de tout ceci et même plus dans un lien téléchargeable dans la description où on a organisé le contenu de manière très visuelle, donc n'hésitez pas à nous faire votre feedback par rapport à ça dans les commentaires, ou si vous avez encore une question par rapport à la construction d'une interface, n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires et j'y répondrai en long et en large. N'oubliez pas de vous abonner, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.